Un guide où l'on croise beaucoup d'art, de patrimoine et l'art de vivre à la française. Inès de la Fressange est notre invitée. Bonjour Inès et bienvenue. Installez-vous, je vous présente la bande et le public qui nous accompagne. Vous publiez La Parisienne en Provence car elle se déplace, elle vit la Parisienne et c'est également une passionnée d'art et de patrimoine, d'architecture. On va en parler, mais première question traditionnelle, qu'est-ce que l'art apporte à votre vie ? Alors l'art, c'est un mot très vague, je trouve maintenant. Enfin, depuis Marcel Duchamp, on se dit qu'il y a plein de choses qui peuvent être de l'art. Depuis qu'on peut exposer un urinoir et dire c'est de l'art, disons un porte-bouteille. Tout est devenu de l'art. Mais alors un petit peu trop parfois, parce que, par exemple, la mode... certains considèrent que c'est de l'art. Moi, je trouve que c'est un artisanat, que c'est magnifique et que c'est pas moins bien l'artisanat. Mais l'art, je crois que ça doit être inutile, essentiel peut-être, mais inutile. Alors, inutile en quel sens ? Eh bien, un vêtement, ça se porte, ça tient chaud. L'art, non. Ça ne veut pas dire que je considère que c'est pas essentiel. Quand on vous a demandé s'il y avait une œuvre d'art qui vous fascinait particulièrement, vous avez cité un peintre espagnol du XVIIe siècle, Zurbarán. Elle arrive à l'écran. Sainte Marguerite par Zurbarán. Oui. Sainte Marguerite d'Antioche, ouais. Qu'est-ce que ça déclenche en vous lorsque vous regardez ce tableau ? Alors c'est peut-être mon côté un peu fashion victime justement, parce que là évidemment le vêtement est très beau, très élégant, là les pieds nus, ce petit sac turc comme ça accroché, le chapeau de paille sublime, ce regard très très grave. Elle a un tote bag, non déjà ? Tote bag, c'est pas mal pour quelqu'un qui sort de la bouche d'un dragon, parce qu'on a l'impression qu'elle a un toutou à côté d'elle, mais je crois que c'est un dragon. Oui, c'est un dragon. Ouais. Et alors... Mais c'est vrai qu'elle est prête pour un défilé. C'est un tableau qui date de 1631. Elle est bien lookée, elle est bien lookée, ça. Et alors... mais j'aime ce regard comme ça, très, très, très grave, très absorbé. Si vous pouviez choisir un seul artiste qui saurait vous saisir tel que vous êtes vraiment, que ce soit en sculpture, que ce soit en peinture... Ce serait Reiser, mais il est mort. Reiser, le dessinateur de BD ? Culte pour Reiser. Qui est évidemment cultissime, l'un des hommes les plus drôles, jamais vulgaire, alors qu'il est allé très loin. Le trait de crayon est extraordinaire. Inès, chaque semaine, la bande de la Grande Galerie francophone fait le tour de l'actualité artistique. C'est la claque de la semaine. Et on commence avec toi, Nathalie. Moi, ma claque, j'en suis folle dingue. C'est un magicien, mais pas un magicien qui fait abracadabra là, en faisant apparaître des lapins dans des chapeaux, mais bien parce qu'il transforme, attention, effets spéciaux, ceci en création gracile et délicate et inspirée de la nature. Donc, évidemment, c'est un déchet. C'est un sac poubelle. C'est un sac poubelle. Au Québec, on dit un sac de poubelle, mais bon. Alors, il s'appelle William Amor. C'est un artisan plasticien ennoblisseur de matières délaissées. Et regardez ce que vous voyez à l'écran, donc des créations d'une délicatesse, d'une poésie, d'une élégance, un peu comme toi d'ailleurs, Margot, inouïe, mais réalisée à partir de poubelles. Comment le prendre, Margot. Elle t'a quand même comparé à une poubelle. Non, à la beauté. Non, Ali, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je l'ai comparé à une création gracile, élégante et d'une grande poésie. On revient. Alors, c'est dire plus souvent, moi, Ali, de votre émission. Donc, c'est réalisé, donc, effectivement, à partir de mégots de cigarettes, de sacs poubelles, de déchets. Il a évidemment travaillé avec de très grandes maisons, que ce soit en mode, que ce soit en vin spiritueux. Donc, toutes les marques se l'arrachent. Ce que j'aime de lui aussi, c'est qu'il est à l'image de ses créations. Il est lumineux. Donc, on a besoin de lumière, Dieu merci. Et aussi, c'est que sa démarche n'est pas que esthétique. Elle est aussi, vraiment, c'est ça, c'est une philosophie écologique. Il fait de l'upcycling. C'est plus que de l'upcycling. Moi, je pense que c'est de la pollinisation parce que il veut changer notre regard sur justement ces matières délaissées qui sont un peu boudées et qu'on consomme aussi énormément. Évidemment, il travaille avec ce qu'il appelle ses petites mains d'or. Ce sont des personnes en situation de handicap à qui il partage son savoir. Donc, moi, je pense qu'il devrait être inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Il s'appelle William Amor. Et ça vous irait très bien, d'ailleurs, Inès, un petit William Amor au cou. Et il décore des robes.
Il décore des robes. C'est pas mal déjà de s'appeler Amor, quoi. C'est vrai que c'est beau, pas hein, mal. c'est beau. Ouais. Pierre, Alors, moi, je vais vous parler d'un petit Suisse qui est déjà devenu grand. Il s'appelle Kevin Germanier. C'est de la mode aussi. Il habille entre autres Lady Gaga ou Katy Perry. Et le MUDAC à Lausanne, où, sauf erreur de ma part, est enterré Gabriel Chanel, lui offre non pas une rétrospective, parce qu'il a la trentaine à peine, donc il lui reste des choses à faire, oui. mais une sorte de carte blanche assez merveilleuse sur ce que la mode peut apporter aujourd'hui. C'est-à-dire une idée du glamour, mais un glamour qui est pop, une idée du tapis rouge, mais qui est éco-responsable, parce qu'il travaille essentiellement à partir de perles et de matériaux deuxième vie, dira-t-on. Il a fait un grand défilé à l'UNESCO où il a créé des vêtements à partir de chutes de vêtements des grandes maisons du groupe LVMH. C'est un garçon réjouissant parce qu'on trouve dans ses vêtements et dans cette exposition une idée de la diversité colorée, amusante et amusée. Ça s'appelle donc les monstrueuses. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ces monstrueuses-là sont décidément merveilleuses. Merci Pierre. Fabrice, Alors moi, c'est une foire assez hallucinante de design très chic, très contemporain, également de mobilier, qui s'appelle Nomade, qui est une foire qui a été créée en 2017, qui, comme son nom l'indique, est itinérante, mais que dans des lieux extraordinaires. C'est-à-dire un palais gothique à Venise, un ancien monastère à Capri, une église. Et là, Nomade était, il y a une quinzaine de jours, à Abu Dhabi, dans un ancien aéroport fermé, l'aéroport Sheikh Zayed, fait par Paul Andreu, le même architecte qui avait fait le premier terminal de Charles de Gaulle à Paris, architecte audacieux, donc une architecture assez délirante. Mais ce qui était le plus fou, c'est que l'intérieur de l'aéroport ressemble à une sorte de palais de mille et une nuits avec des dômes, des fresques en mosaïque dingues. Et le plus fou, c'est que le visiteur, pour visiter ce salon de design, il fallait se transporter en voyageur. C'est-à-dire que le ticket d'entrée, c'était un billet d'avion. On passait un parking de sécurité. On devait montrer ses papiers d'identité. On était accueillis, non pas par des hôtesses d'accueil, mais par des hôtesses de l'air. Les œuvres étaient sur les tapis roulants des bagages. ah c'est drôle. Tout étant dans un truc de fou, des annonces sonores comme si un avion allait décoller, mais pour dire qu'un objet allait apparaître soudainement. Et ça a été un gigantesque succès, et ça montre combien de plus en plus, en fait, l'art et la mode justement se nourrissent, parce que l'art est vraiment marqué par les défilés spectaculaires qui ont été faits notamment par Karl Lagerfeld. Ça me fait penser, je ne sais pas si Inès, vous aviez vu le défilé de Karl au Grand Palais avec une fusée qui décollait à la fin du défilé. Bah là, on voit l'aller-retour permanent qui se fait entre la mode et l'art cherche à devenir de plus en plus spectaculaire, scénographique et scénique. Margot, Alors moi, donc on parlait des liens entre l'art et la mode. Ma claque, ça va vous parler, c'est l'exposition Louvre-Couture au musée du Louvre. Ce blockbuster qui a réuni 1 million de visiteurs. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire du musée pour une exposition sur Léonard de Vinci. Donc c'est vraiment dire le succès fulgurant de cette expo. On la doit au très moderne nouveau directeur du département des objets d'art au Louvre, Olivier Gabet. Vous allez me dire pourquoi elle parle de ça. L'exposition est finie depuis 6 mois. Vous n'êtes pas elle prêts. n'est pas finie. Elle n'est pas finie. En fait, les Américains ont visité l'expo il y a 6 mois et ils sont tombés sous le charme de la scénographie de l'expo au point de l'importer chez eux. C'est donc jusqu'en mars qu'on peut la voir à Houston, au Texas, au musée des Beaux-Arts. Ouais, absolument. Donc on retrouve toutes les silhouettes qui ont fait vraiment la magie de cette exposition, d'Iris Van Herpen, de Givenchy, de Galliano pour Dior. Ça a été adapté évidemment un peu au lieu, mais j'adore l'idée de ces expos itinérantes qui voyagent. Voilà, c'est une petite claque. J'imagine que vous l'avez vu, Inès, cette expo Louvre-Couture. Mais je trouve intéressant qu'il y ait une conversation, en tout cas. C'est ça qui est génial. Et c'est exactement ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu, par exemple, le parallèle dans cette expo entre le travail de Versace et des reliquaires de l'époque byzantine. Le doré apparaissait, on le voit apparaître. Il y avait Lagerfeld qui était présent et lui aussi qui s'inspirait des arts, on va dire des beaux-arts.
C'est assez frappant ce Oui, va-et-vient. Saint-Laurent avait fait toute Yves une Saint-Laurent avec collection Mondrian, par exemple, alors, au centre Georges Mondrian, bien Pompidou. sûr. Ah, ça, c'est une robe que j'ai portée. Ça, c'est une robe que vous avez non, portée la rouge, juste avant. Et, Alors, on va la voir justement, voilà, la rouge. ça, Juste avant. ouais. Celle-là, vous l'avez portée. ouais, je vous enverrai la photo. Et alors... C'est une robe de qui? Chanel. Chanel, évidemment. Évidemment. On a un peu Karl l'impression Lagerfeld. on a un peu l'impression que c'est fait dans un rideau, un peu comme Scarlett O'Hara. Et c'est assez génial parce que finalement, vous êtes habitué, passionné, familière des musées. C'est des lieux où vous vous sentez bien? Ah ouais. Ouais. J'aime bien les petits musées aussi, souvent. Et puis, alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert un musée formidable qui est le musée de l'Innocence à Istanbul. De l'innocence. C'est extraordinaire. Et parce que Orhan Pamuk, Prix Nobel de littérature. bravo, et avait écrit ce livre bouleversant, très sensuel, très beau, que j'avais adoré, qui s'appelait Le musée de l'innocence. Je vous conseille vivement si vous ne l'avez pas lu. Et alors, dans le livre, il conserve la moindre petite chose de son amoureuse. Alors, ça peut être une boucle d'oreille sur la table de nuit, une épingle à cheveux ou je ne sais quoi. Et Orhan Pamuk a décidé de faire véritablement un musée lié à son livre. Et c'est un petit musée à Istanbul où il y a une collection comme ça d'objets insignifiants, de décors. Je vends très très mal ce musée. Mais Non, mais au contraire. il y a une robe ancienne, juste le lavabo avec sa brosse à dents et tout, des photos d'Istanbul dans le temps. Il y a même un mur entier avec tous les mégots de la femme et chaque date de quand cette cigarette a... Ce qui est fou, c'est que c'est le seul musée au monde qui a une sorte de roman holographique. C'est-à-dire, c'est Voilà. à partir du roman qu'il a projeté en 3 dimensions. On est dans un conte imaginaire, c'est absolument déroutant. Et on est dans une histoire, on est dans un roman holographique. Voilà. Bah, c'est génial. Incroyable. Donc c'est un musée imaginaire. Ce sera donc votre claque de la semaine. Inès, vous avez été l'égérie de Karl Lagerfeld, on l'a dit, pour Chanel. C'était une révolution d'ailleurs à l'époque de s'engager pour une marque de manière exclusive. Et c'était un moment où il a refait naître la marque Chanel. Et vous ne rêviez pas d'être mannequin gamine. Vous vous êtes inscrite à l'école du Louvre juste après le bac. C'était dans quelle idée en fait? Devenir historienne de l'art, devenir artiste? Ben justement, en fait, j'étais plus fait pour créer, dessiner, fabriquer des choses. Et puis, j'étais sûre que j'aurais pas mon bac. Et mon père m'a dit, t'as qu'à aller t'inscrire au musée du Louvre puisque t'aimes l'art. Voilà. Et en fait, j'avais Desroches Noblecourt, on va parler tout à l'heure de l'Égypte, qui était... Oui. la grande conservatrice et tout. Enfin, mais c'était des conservateurs qui n'étaient pas forcément pédagogues. Donc mes études se sont arrêtées très rapidement. Surtout que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais devenir, vendeuse dans une galerie ou quoi? Et puis en plus j'étais déçue parce qu'on me montrait un petit hippopotame turquoise magnifique. Alors je prenais des notes et tout, puis à la fin on me disait que c'était un faux. Et alors, et en fait, j'étais pas faite pour ça, quoi. Bon, mais en tout cas, vous y êtes passée, Margot. Et donc, vous avez été happée par une carrière dans la mode, mais vous avez quand même eu un très prestigieux prof de dessin, Jean-Charles de Castelbajac. C'était notre invité il y a quelques semaines. Et il vous a donné, je crois, vos premiers cours de croquis. Est-ce que vous nous donneriez un petit cours dans la Grande Galerie, si on vous apporte de quoi dessiner? Oui, non, effectivement, on était en week-end dans la même maison et il faisait des croquis. Et alors, il m'a dit, vas-y, dessine toi aussi. Et alors, voilà. Eh ben Vous avez de quoi justement, nous- vous avez de quoi nous faire raconter ça. un croquis. Vous pouvez poser le micro, Inès de la Fressange. d'accord. Le temps justement d'ailleurs que Pierre Bon, enfin, nous parle de la mode et de l'histoire de Voilà, l'art, on va comme ça- vous regarder dessiner. Voilà. Mais en tout cas, c'est lui qui m'a dit, c'est pas mal, mais enfin, il faudrait penser à mettre des coutures, des boutons, ce que m'a répété Lagerfeld ensuite, parce que ça doit être pratique et c'est pour ça que c'est pas de l'art. On vous laisse On va dessiner, parler. Pierre, justement. Oui, alors il y a aussi une chose qui m'intéresse dans la venue d'Inès aujourd'hui, et je profite du fait qu'elle dessine. On a cette idée d'Inès comme la parisienne de la mode, comme il y a les artistes parisiens ou les artistes parisiennes. Ce que je trouve très intéressant dans le livre, c'est qu'elle revient sur
sur le lieu de son enfance et que la Parisienne de la mode, comme les artistes parisiens, ne sont jamais aussi parisiens que quand ils viennent d'ailleurs. Et ça, c'est très rassurant. Tu sais Et qu'il y a on vous voit 5%, dessiner. 5% des gens qui vivent à Paris sont parisiens. C'est Pas tout? beaucoup. Oui, c'est tout. Né à Paris, 5%. On vous voit dessiner. Qu'est-ce que vous dessinez, Inès? J'ai fait une veste. Hein. Et puis alors là, comme c'est pas destiné à un atelier, je peux ne pas être trop précise. Parce que bon, normalement, il faut marquer bien les boutons. Et puis comment on va faire les choses. Parce que le dessin de mode, pendant très longtemps, c'était dans les magazines. Il y avait beaucoup d'illustrations. Et maintenant, il y a des grands illustrateurs, genre Marc-Antoine Coulon, des gens comme ça. Mais enfin, c'est souvent des photos plutôt. Et alors, le dessin de mode, aujourd'hui, doit être plutôt utile. Oui. Et et donc, on ne donne pas des dessins comme ça dans les ateliers parce qu'il faut qu'ils sachent exactement comment elle colle, comment est... C'est honnêtement très beau. Ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de créateurs de mode qui ne dessinent plus. Qui qui ne dessinent plus et qui ont des ordinateurs, Chanel, elle ne savait pas dessiner. Sonia Rykiel, elle ne savait pas dessiner. Et puis, mais on drapait avant aussi directement sur ce qu'on appelle les stockman, c'est-à-dire les mannequins en tissu, Oui. parce qu'il fallait que ce soit un peu en 3D, quoi, aussi. Et puis, l'essayage est quand même une étape très importante. Et le dessin ne suffit pas. Et parfois, d'ailleurs, la première d'atelier se trompe en regardant le dessin et parfois, elle rajoute quelque chose de plus intéressant. Alors, il faut savoir dire, bon, je ne savais pas du tout imaginer ça, mais comme c'est bien, on le garde. On le garde, mais c'est vrai qu'on a vu d'ailleurs des expositions consacrées intégralement au dessin d'Yves Saint-Laurent, qui lui, pour le coup, avait vraiment un coup de dessin artistique. Très cocteau. Et très cocteau. Mais en fait, je me demandais, est-ce que vous dessinez que pour la mode des silhouettes des vêtements ou vous allez vous installer parfois au fond du jardin avec un chapeau de paille pour peindre des couchers de soleil? Une Parisienne en Provence. Exactement, quand même. Ça me fait penser à Monet. Je suis allée pour la première fois de ma vie, j'ai honte de le dire, à Giverny. Et c'est assez extraordinaire. Mais non, en fait, j'ai travaillé pendant 1 an à faire des caricatures 1 fois par semaine. C'est le métier le plus dur du monde. Caricaturé? Ouais, et j'avais rencontré Claire Bretéché et je lui ai dit, vous avez le métier le plus dur du monde. Mais vous sauriez le faire aujourd'hui? Ah non, mais j'ai souffert. Qu'est-ce que vous aimeriez caricaturer? Non, parce qu'on faisiez me des donnait un caricatures thème. politiques? On me donnait un thème et il fallait que je fasse un dessin humoristique avec une bulle. Et alors, il fallait que le texte soit drôle, que le dessin soit bien et qu'on comprenne ce que je raconte. Et vous, Oui. vous pourriez faire Ali, là vous pourriez caricaturer Ali Oui, ou quelqu'un d'autre, Emmanuel Macron par exemple. Non, mais c'était des petits dessins qui représentaient pas vraiment une personne, quoi. Et alors, le lundi matin, quand le coursier venait chercher mon dessin, j'avais 1 heure de bonheur avant de recevoir le thème. C'était vraiment très difficile, hein, très difficile. Hein. Bah, rendons leur hommage du coup à ces dessinateurs de caricatures parce que c'est vrai que... Mais c'est assez dingue, Inès de la Fressange, et c'est la première fois que je vous entends parler d'art, mais c'est surtout la première fois que j'entends la passion que vous avez pour Rézère, pour des caricaturistes, alors que c'est très loin de l'image qu'on peut avoir de vous justement, qui avez été Marianne, qui avait défilé icône des podiums pour Lagerfeld, pour Chanel, pour d'autres très grandes marques. Et finalement, on vous connaît assez mal. Vous êtes assez paradoxal. Vous avez bien fait de m'inviter. Exactement. Oui, mais et on s'en réjouit. il y a toujours le mot folie, impétuosité, insolence qui revient dans les descriptions de Inès. C'est ça, c'est qu'effectivement, il y a un mythe, il y a toute une aura qui vous accompagne, mais ce côté désinvolte, en fait, qui représente très bien la désinvolture à la française, vous l'incarnez. Donc, moi, je ne suis pas surprise. Je crois que il fallait vraiment trouver un point commun entre la mode et l'art, c'est le refus de la convention, justement. Mais peut-être le goût de la tradition, parce qu'on peut peindre à l'huile, on peut être lié avec des artistes du passé, par exemple. Bah justement, c'est ce qu'a fait Pierre. Il s'est penché sur les relations entre la mode et l'histoire de l'art.
On parlait du Louvre récemment et de la très belle exposition qui fait dialoguer l'art et la mode organisée par Olivier Gabet, parti aux États-Unis. Il y a d'autres œuvres qui ont malheureusement quitté le musée récemment et qui sont les bijoux qui ont disparu lors de ce qu'on appelle... Elles n'ont pas été Peut-être traitées. Le casse du siècle. Qui ont Elles malheureusement ont été pas volées, été traitées, qui ont été empruntées de manière un petit peu violente. Et vous avez été vous-même la dernière à porter l'une de ces pièces exceptionnelles, qui a une histoire amusante parce que c'est resté très longtemps dans une famille allemande. Ça avait été acheté pour le Louvre par la Société des Amis du Louvre et des donateurs privés. Là, en l'occurrence, vous portez donc la parure en saphir de la reine Marie-Amélie, si je ne me trompe pas. Et j'aurais aimé savoir C'est magnifique. ce que cette image vous évoque. Moi, ça m'évoque rien du tout, je m'en fiche complètement, mais c'était juste amusant tout d'un coup d'être lié à l'actualité. L'actualité très triste. Hein. Et mais un copain a posté ça sur Instagram. Et alors j'ai réalisé tout d'un coup que les bijoux dont on parlait à la télévision, c'était effectivement ceux que j'avais portés. Et alors, ce qui était amusant, c'est que personne n'a le droit de porter des choses qui sont dans un musée. Oui. Même un vêtement, à partir du moment où il est dans un musée, on ne peut plus le porter. Mais ce qui est assez formidable, c'est que du coup, ces bijoux semblent prendre vie. Parce qu'on ne les a jamais vus en fait depuis le casse du Louvre que derrière des galeries, Je vais vous que dire derrière une des chose, vitrines. moi, ce qui m'avait frappé, Oui, c'est que de près, on aurait dit des fous. c'est vrai. Mais oui, mais ça, je ne l'ai jamais dit. Mais parce qu'on avait l'impression que c'était du verre avec un peu d'aquarelle diluée. Non. Mais oui, mais en fait, je crois que les pierres très anciennes ressemblaient pas du tout aux pierres de nos jours. Elles n'étaient pas taillées de la même façon. Et donc, c'est mon manque de culture qui faisait que j'avais l'impression que ça venait de chez Claire. Ça n'est pas du tout. En tout cas, c'est des idiots, les gens qui ont volé ça, parce que soit c'est pour les garder pour eux. Et alors, so what? Et madame va se mettre le diadème le dimanche soir, c'est ridicule. En tout cas, c'est vrai soit que vous c'est avez pour eu les une vie casser. exceptionnelle. Et heureusement qu'on a cette photo-là pour s'en souvenir. Ouais, ouais. Margot, toi,